Je suis Edwige Armand, je suis enseignante-chercheur en art à l'INP de Purpan, mais je suis aussi présidente de l'association Passerelle Arts, Sciences, Technologies, qui s'occupe et qui œuvre à fédérer des associations, des institutionnels autour des questions arts, sciences, technologies. Et je suis aussi membre du réseau de la transversale Arts, Sciences. Je suis Anna Sancio, je suis ravie d'être parmi vous parce que ce n'est pas véritablement le milieu dans lequel j'opère en général. Je vais incarner peut-être pour certains d'entre vous l'anthropocène consumériste et capitalistique. Je suis à la tête d'une entité de design et de recherche chez Dassault Systèmes, qui est un éditeur de logiciels français, mais qui œuvre dans le monde entier et qui opère véritablement un certain nombre des choses que nous venons de découvrir. Je suis designer, j'ai une formation artistique et scientifique. Et j'en dirai un petit peu plus lors de l'événement. Bon, Don Foresta, je suis dans la relation art, technologie, science depuis à peu près 50 ans. Dans ce cas, je suis absolument ravi de voir un événement comme ça où je vois que ça commence à vraiment pousser très, très sérieusement et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. Je suis content d'être là. Donc, nous allons, dans un premier temps, essayer de désamorcer toute la tension que peut emmener la notion d'industrie, puisque nous partons vraiment des écrits de Pierre Legendre, mais aussi Pierre Musso, qui nous a vraiment reliés tous les trois autour de séminaires de recherche autour de la renaissance industrielle organisée avec les directeurs généraux de Dassault Systèmes. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises autour de ces séminaires. Et donc on aimerait avant tout exprimer ce que l'industrie peut emmener comme concept. Pour Pierre Musso, l'industrie n'est pas productrice d'objets manufacturés, de déchets, n'est pas une entreprise. Pour lui, on est encore dans un imaginaire industriel qui est lié à Zola, au Rousseau, d'une industrie très polluante. Aujourd'hui, les industries produisent de l'imaginaire, produisent des visions du monde, et il tient cette analyse aux écrits de Pierre Legendre, qui est décédé récemment le 2 mars dernier, et pour lui, qui a créé une cathédrale de livres, un monument. Et il analyse en fait tout le montage dogmatique de nos civilisations, et pour lui, nous sommes passés de la religion à l'État, mais aujourd'hui à l'industrie. Chaque civilisation a besoin d'un mythe, d'une structure fiduciaire, la foi, la fides, qui doivent répondre à la question du pourquoi vivre. Le mythe sert à ça, le met en scène, ce pourquoi vivre, par les imaginaires. Et le droit répond au comment vivre par des règles sociales. Et pour lui, aujourd'hui, l'industrie, la technoscience-industrie, est ce nouveau mythe qui essaye d'expliquer ce qu'est l'homme à lui-même en se détachant du pourquoi et en se réalisant dans le comment. Et donc, moi, je vais reprendre à partir de cette idée que l'on a voulu... qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, tous les trois, nous sommes ici, aujourd'hui, et pour vous parler, pour avoir écrit, c'est que nous collaborons ensemble, alors qu'au départ, tout à l'heure, on parlait de collaboration entre des organismes non humains. On va peut-être commencer par se poser la question de comment nous allons collaborer face aux problèmes qui sont face à nous, entre humains et entre disciplines. Et très clairement, Pierre Musso, qui a travaillé avec l'industrie en tant que philosophe et sociologue, s'est toujours posé cette question de cette alliance qui a été détruite tout simplement par volonté dogmatique d'isoler l'art, la science et l'industrie, et que une des raisons pour lesquelles éventuellement on a cette perception très négative de l'industrie vient du fait que justement on y oppose des visions et des mythes contradictoires, non constitutifs et surtout non créateurs d'un récit qui serait éventuellement positif, au niveau positif. Alors, mot que je ne devrais pas dire puisqu'on n'est pas du tout dans le positivisme, hein, c'est pas du tout ce qu'on cherche à dire, mais disons que de ne pas rester dans ce que veut dire industrie comme cette image le décrit.
Pierre Musso parle de la description même du mot industrie. Industrie, c'est instruere, instruera. Ça veut dire sortir son intériorité et la structurer à l'extérieur. En fin de compte, c'est l'acte, enfin, c'est probablement un des actes les plus humains que de vouloir, face à une vie qui n'est pas vivable pour l'être humain, c'est-à-dire pas vivable, ça veut dire être au-delà d'un organisme qui doit chercher simplement à survivre. L'homme a besoin d'un surplus, l'homme a besoin de sens, l'homme est conscient de son existence et que donc il doit structurer cette vie, il doit l'inventer et pour cela il doit la structurer. L'industrie, c'est finalement ce qu'il y a de plus profondément d'humain. Et c'est cette définition-là que l'on souhaiterait donc aborder et je reviens donc sur la partie pourquoi on s'est rencontrés. Je pense que Don expliquera sa relation de très très longue date avec Pierre. Il nous a réunis autour d'une idée qui était comment faire pour quitter ce récit de la technoscience, quels sont les moyens de régénérer ces récits en alliant art, science et industrie, et comment donc projeter. Et son idée, c'était bien évidemment de réunir des gens et faire collaborer des gens qui, a priori, ne se rencontrent jamais. Et juste pour finir sur cette précaution que nous souhaitons prendre, l'industrie, si aujourd'hui elle est dans un régime capitaliste, effectivement, elle n'a pas toujours existé ainsi, et ça sera un peu le mot de conclusion. Et je vais passer à la... Peut-être Don, pour expliquer aussi ta relation avec Pierre, ta relation historique avec Pierre, qui très tôt... Des années 80. Oui. Ouais. Il faut savoir que donc Don était artiste, vidéaste. Tu as créé le premier réseau, Marcel, qui était un réseau qui permettait par la technologie de créer... Je vais revenir plutôt à tu y reviendras plus tard pour le mettre en contexte. D'accord. On a commencé à parler de passé. Moi, je vais parler de passé très très loin, qui veut dire avec cet objet-là. Comme vous voyez, il y a une biface, mais c'est un biface qui a au milieu un fossile. Ça veut dire que la personne qui l'a créé a reconnu qu'il y avait un fossile dans l'objet et a sculpté l'objet pour mettre en valeur le fossile. Pour moi, c'est un objet qui représente cette relation art, science, technologie et industrie. Parce que tout ça était dans le même objet, et c'est un objet qui a été trouvé en Angleterre, qui a entre 250 et 500 000 ans. Qui veut dire que c'est très loin dans le passé, c'est bien avant Sapiens, c'est possible que c'est même avant Néandertal, mais c'est un objet qui contient tous ces tentatives déjà. On voit qu'il y a des choix artistiques, qui sont dans la forme et dans cette notion de faire sortir le fossile. C'est certainement scientifique dans le sens que c'est une connaissance de la matière très très complexe où ils sont arrivés à créer des objets de grande beauté. C'est bien sûr la technique, parce que la technique est maîtrisée là. Et déjà à l'époque, il y avait une industrie. Il y avait une industrie de création de ces outils qui étaient échangés partout en Europe. Et ça, c'était trouvé en Angleterre. Et cet objet-là représente cette synthèse entre tous ces aspects de la création humaine, et avant que c'était séparé par nous dans notre culture. Et dans notre culture qui était dominée dans les derniers siècles par cette notion de cogito ergo sum. Je pense dont je suis. Mais on va revenir à ça. Ce qu'on a voulu essayer de dire aussi par cette slide, et ça sera tout le long aussi de notre exposé, l'idée c'est comment viennent les signes et le langage au monde humain. Et ce que Don a essayé de dire, c'est que l'humain au départ a un corps singulier, passe par le sentir et l'affect. Il catégorise premièrement un monde qui devient signe et qui devient subsumé ensuite par la culture. Et c'est toute une singularité qui va être effacée par ce monde du langage. Et il nous semble que les arts, justement, essayent de réhabiliter toute cette corporéité infrasensible, indicible, qui s'efface par le langage.
Et en fin de compte, en tant que designer, je pense que l'homme à tout moment a été designer et a tenté de réunir 3 éléments fondamentaux, les textes, les images et le corps, qui sont 3 vecteurs absolument essentiels de la constitution de comment un être humain, vis-à-vis de son environnement, se situe, se constitue, s'institue. Et donc institue au sens de Pierre Legendre, qui fait tenir ensemble par le langage, mais bien évidemment aussi les images et bien sûr le corps. Une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le monde tel que nous le définissons, et en particulier en ce qui concerne les normes, les lois et les dimensions numériques, sont de l'ordre du langage, qu'il soit symbolique, textuel. Les images et le corps, qui sont rejetés plus fréquemment du périmètre ou dans le périmètre des arts, sont infrasensibles et pour autant très largement déterminant de notre manière d'être au monde, de nos expériences d'être au monde. Donc nous sommes partis exactement de ce parti pris, texte, image et corps, pour tenter d'imaginer d'autres imaginaires, de construire de nouveaux récits et de nouveaux environnements jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui des univers virtuels, parce que la question du numérique aujourd'hui repose directement notre question d'être au monde, c'est-à-dire d'être au monde. Est-ce que c'est ce monde dont on a parlé précédemment, ce monde dont on appelle vie artificielle, alors qu'on se pose vraiment la question, mais oui, mais la vie n'est pas artificielle, elle est artificielle vis-à-vis d'un repère formel qui est celui de l'homme. Donc, dans cette rupture que l'on voit du monde inventé, qu'on va appeler réalité naturelle, alors que tout ça n'existe plus, vers les univers virtuels, cette question chez Dassault Systèmes est au cœur de notre problématique, car c'est la seule entreprise qui travaille avec toutes les industries et qui pour autant le fait de manière virtuelle. Virtuelle aux 2 sens du terme, virtuo, puissance d'inventer, puissance de faire, univers virtuels qui vont définir le monde et en même temps virtuel au sens technique, c'est-à-dire avec les outils numériques que nous connaissons aujourd'hui. Si on se retrouve aussi tous les 3 ici, c'est que Pierre Musso, on était tous liés, en tout cas donnez-moi, à la question des relations art, sciences, technologie. Et moi, il m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas parler d'art, sciences, technologie sans aborder l'industrie qui fabrique aussi des représentations et des visions du monde et aussi de la science et des techniques. Don, est-ce que tu veux aborder Oui, il y a quelque chose, on est allé un peu loin parce que dans l'autre diapositive, il y avait la notion de symbolisme et c'est ça le rôle de l'art. L'art est là et c'est ça qu'on voit avec cette biface. Il y a un changement de symbolisme très très clair dans cet objet-là et c'est mon avis que quand nos ancêtres ont fabriqué ces objets-là, ces objets avaient un sens beaucoup plus important que l'utilitaire. Ce n'était pas simplement un outil qui était créé pour arriver à faire une tâche. C'était déjà un symbole à la création. Et ça, c'était quelque chose qui était toujours le rôle de l'art. Et c'est quelque chose que je voulais dire en contrepartie à cette notion de cogito ergo sum, parce que ça oublie l'autre moitié de l'être humain qui était sensio ergo sum. Je sens dont je suis. Et ça c'est l'aspect de l'homme qui nous connecte beaucoup plus étroitement à la vie. Parce que toutes les autres formes de la vie sont. Et c'est ça c'est notre engagement avec la vie autour de nous. Et j'étais ravi de voir autant d'exemples de ça dans cette semaine, où on commence à voir qu'on est une partie importante, une partie qui est capable de comprendre cette grande tissage qui est la vie. Là où aussi on se rejoint, c'est quand même un rapport critique à la technoscience-industrie, puisque les sciences produisent des visions du monde, sont aujourd'hui légitimes dans les discours admis, mais aussi créent des représentations qui vont s'incarner dans le regard et l'œil du sujet. Et il nous semble important de réhabiliter les arts au cœur même de la technoscience-industrie, afin que justement toute cette partie non formalisée par le langage, mais aussi les outils d'observation ou les cadres interprétatifs que produisent la science et la technique soient réhabilités, en tout cas soient réaffectés
par une dimension qui soit beaucoup plus celle du sensible. Et l'idée aussi importante est de remettre les arts comme autre rapport au réel, autre rapport à la connaissance, puisqu'aujourd'hui, en fait, la science est aujourd'hui considérée comme légitime dans les savoirs, alors que les arts aussi formalisent des mondes en dehors du langage et nous informent dans notre rapport au réel beaucoup plus divers, beaucoup plus virtuel. On peut revenir simplement sur le fait qu'un constat, c'est que si on repart du biface de tout à l'heure, la technique ne symbolise pas. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'autoproduit. La technique remplace la technique, ça c'est de toute façon exactement ce que produit aujourd'hui la technoscience, et la technoscience est ce qui est au centre du discours de la Silicon Valley. Et donc la technique ne symbolisant pas, elle s'auto-autonomise, c'est-à-dire qu'elle produit un monde dans lequel elle s'auto-réalise et elle elle s'enferme. Et si cette technologie est décorrélée du libre arbitre et de l'autonomie, avant même le corps même, je parle juste même de l'intention humaine, enfin de l'intention de faire, le projet, le projecto, cette capacité finalement devient mortifère puisqu'elle exclut le libre arbitre et la forme d'autonomie créative de l'humain, et qui est absolument la condition essentielle de façon à convoquer l'art. Donc la technique ne symbolisant pas, la volonté de vouloir réunir et de réintégrer l'art, c'est de reposer la question du signe, de l'affectation des signes, du sens aux objets, aux projets. Et de la finalité. Donc on sait tous que... J'ai un peu parlé du mythe de la modernité, tout le monde connaît... On sait tous quand même... Ça vient. Alors, cette image pour dire que les technologies ne sont pas neutres, produisent des concepts, des images, s'incarnent dans le regard du sujet et sont en cela psychotechniques. On se projette dans les technologies, mais elles nous projettent également. Et on peut prendre le cas avec Descartes et la caméra obscura, qui développe à partir de la caméra obscura toute ce schisme entre la subjectivité et l'objectivité. Et ça, je pense que ça fait partie, avec Anne, Don et moi, d'une bataille que nous menons avec les scientifiques, mais aujourd'hui avec les industriels, pour réexpliquer que l'objectivité est parlée par des humains et donc est en cela subjective. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas un monde à l'extérieur de soi séparé que l'on pourrait contempler, analyser, regarder et cueillir des données comme si c'était absolu, mais que l'humain construit des outils d'observation qui performent un réel, une réalité. Bon, ça c'est notre héritage de la Renaissance italienne, c'est le monde mécanique. Et ça c'est des graveurs qui ont montré ça clairement, que le paradigme opérationnel était la machine. Et ça c'est quelque chose qui a créé le positivisme et qui a, à mon avis, a complètement exclu le processus artistique. Je ne veux pas dire que l'art n'existait pas. Mais ce n'était pas au centre des concerns de l'être humain, c'était vraiment la production. Et l'organisation de la société était considérée un peu comme ce dessin-là, comme une machine. Et au début du XXe siècle, à mon avis, on a démarré une nouvelle renaissance qui était basée sur un autre modèle complètement. Pour moi, une renaissance est le résultat d'une redéfinition profonde par art et science en parallèle de la réalité et sa représentation. Et je crois que c'est ça qui est arrivé au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, où on a proposé tout un autre paradigme qui n'est pas encore tout à fait défini, mais je pense que c'est assez là, assez présent. Pour moi, c'est l'interactivité. Et il faut dire, il faut souligner et il faut insister qu'une renaissance est toujours une période extrêmement violente, dangereuse, difficile à vivre. Le 16e, 17e siècle était extrêmement violent en Europe. On sait très bien pour le 20e.
Mais c'est presque normal, même que c'est difficile à vivre humainement. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de dépasser cette période de destruction et on arrive vraiment à la période de construction. Mais on va construire à partir de notre modèle opérationnel. Pour moi, c'est l'interactivité, c'est le réseau. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Et c'est la redéfinition, en fin de compte, de notre cadre de pensée qui doit sortir donc de cet imaginaire de la machine. Donc le travail que nous avions fait pendant presque 5 ans dans le cadre d'une chaire qui s'appelait modélisation des imaginaires tentait justement de régénérer ce que pouvait être un imaginaire qui sortirait d'un imaginaire purement machiniste. On a vu tout à l'heure des exemples. Il est très difficile de nous exclure nous-mêmes, même lorsque l'on cherche finalement un rapport et un dialogue ou une interaction avec des non-humains, avec des plantes ou avec une compréhension du vivant à des échelles de temps et d'espace totalement différents, on se sent bien, toujours humain, anthropocentré et objectif. Je dirais que seules des études anthropologiques qui nous permettraient de changer totalement nos visions et nos cosmologies du monde par peut-être un accueil vis-à-vis des peuples premiers ou des Suds, où les multiculturalismes nous amènent des concepts anthropologiques très différents. Aujourd'hui, on voit bien que ces éléments-là viennent régénérer la pensée. D'ailleurs, on travaille avec l'Institut des hautes études à Nantes, exactement en plus pour s'enrichir de ces vues et ces autres visions, ces autres cosmologies du monde. Mais ce framework, c'est vraiment ce sur quoi on souhaite travailler, puisqu'on voit bien que c'est ce qui définit la façon dont on va pouvoir créer ou donner du cœur ou du corps à des imaginaires. Ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir du modèle de cette machine qui a réduit l'homme à du calculatoire, puisque en fait, ce que dit Anne, c'est pas de remettre l'humain au centre, parce qu'on est beaucoup trop au centre, mais en tout cas de changer la manière de considérer l'humain dans son milieu. Ça, c'est le sujet, comme tout à l'heure, Don avait parlé de ce qui se passait lors de la Renaissance. D'ailleurs, juste après une pandémie qui a décimé totalement la ville de Florence. Donc c'est assez intéressant de voir que les renaissances apparaissent toujours dans des moments de très grand stress et de très grande transformation et de bouleversement du monde. Nous vivons donc à peu près la même chose. Je voulais revenir sur la question du design. Nous parlons aujourd'hui de art, science et industrie. Le design, c'est en fin de compte quelque chose que l'on connaît par son nom, souvent, j'allais dire par son nom, mais plutôt par son adjectif, c'est-à-dire l'esthétisation du monde. Et pour autant, ce n'est pas du tout ça. Le design, par définition, c'est désignio, c'est donner un signe, c'est donner un sens aux choses qui nous entourent. Et donc les designers, ça peut être bien sûr des architectes, des planeurs, des ingénieurs, mais on est tous plus ou moins des designers, puisqu'on donne du sens aux choses qui nous entourent. Les designers ont pour vocation d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'au niveau du projet, on peut considérer qu'un artiste qui s'associe à un scientifique sur un projet de symbiosis est très clairement dans un projet de design. On revient donc un petit peu sur ce sens du désignio comme du projecto pour éviter tout simplement, d'abord pour régénérer la vision dans laquelle on a instrumentalisé l'art et le design au service de l'innovation pour l'industrie, ce qui est absolument justement le type de discours critique qu'on veut éclairer et activer, pour revenir à l'essence même de cette intentionnalité ou même non-intentionnalité de instruare que l'homme a. Et donc c'est cette définition-là que l'on donne au design. Tout à l'heure, sur le short paper, on voyait Tony Fry, qui est bien évidemment un designer qui travaille beaucoup au defuturing. Les designers aujourd'hui font la médiation entre l'art et l'industrie, qui est peut-être l'endroit où se pense, et non pas la technique, où se pensent nos futurs vivables ou souhaitables. Au même titre que, bien évidemment, le Bauhaus. Bauhaus qu'on a retenu, bien évidemment, dans son résultat, c'est-à-dire un style de design qui serait radical au sens moderne, au sens pas de décoration, pas d'ornement, plus rien à voir avec l'artisanat et les savoirs vernaculaires. Or, en réalité,
c'était d'abord la première volonté de faire une œuvre totale, c'est-à-dire de définir ce que pourrait être notre prochain environnement de vie. Et très clairement, ça se définissait par ce qu'on appelait une expérience en totalité. Et l'expérience en totalité, bien évidemment, c'est le rapport de l'homme, ses objets et l'environnement. On a beaucoup d'exemples de ces alliances, mais je pense que le plus simple, c'est de penser l'expérience comme étant cette capacité que l'on a à inventer la vie, mais en même temps de considérer les conditions de cette conception et de cette vie. Et j'ai vu aujourd'hui énormément de travaux autour de la symbiosis avec les éléments et la compréhension du vivant. Pour autant, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'abstraction de ce qui arrive et de ce que nous permet l'industrie. Donc, chapitre 3. Donc, on va essayer de montrer comment on peut agir dans ces relations-là. C'est pas nouveau que les artistes s'intéressent à la science. Donne a écrit un livre, Les mondes multiples, en 1986. C'est ça ? Oui. 86. Et qui parlait déjà de toutes ces relations-là et où les artistes détournaient complètement les technologies à des fins exploratoires et pour donner à voir autrement le rapport au réel. Tu veux en dire obligatoirement. Quelque chose ? Ouais. Oui, pour moi, j'ai utilisé un autre exemple où il y a un parallèle entre art et science, parce qu'en science, on a cette évolution ou continuum assez évident où il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Je crois que la même chose existe en art, où il y a d'un côté l'art fondamental, qui était la création des artistes sans commande simplement de l'esprit de l'artiste, et à l'autre bout, il y a les arts appliqués. Et je crois que c'est utile de regarder ces choses un peu dans cette parallèle-là. Ce qui est arrivé fondamentalement pour moi, parce que quand je suis venu en France il y a plus que 50 ans maintenant, c'était avec la vidéo. Et j'étais totalement dans la vidéo. J'ai créé le département de l'art vidéo à l'ENSAD en 1976. Et j'ai été confronté par une technologie que je ne connaissais pas, ou très peu, très superficiellement. Et pour enseigner ça, j'étais obligé de me plonger à nouveau dans la science, simplement pour expliquer un peu mieux le fonctionnement de la vidéo aux étudiants. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est Stena et Woody Vasulka, qui sont pour moi avec Nam June Paik, les trois fondateurs de l'art vidéo dans les années 60. Et surtout, Woody et Stena étaient vraiment des chercheurs dans la technologie et surtout dans le langage de ces technologies. Ils étaient obligés d'inventer un langage, un vocabulaire, un moyen de s'exprimer avec ces outils qui étaient le début du numérique. Ces images-là sont analogues. Ils sont créés par un synthétiseur de l'époque qui s'appelait Radetra. C'est deux ingénieurs qui ont créé la machine en collaboration avec les artistes à New York. Et c'était une machine qui a donné la possibilité de manipuler les champs magnétiques qui géraient le rayon de la télé. Et c'est ça que vous allez en train de voir, surtout le côté droite. Il s'appelle ça ours, tête d'ours. Et vous pouvez voir les lignes de balayage manipulées avec la manipulation de chromatique qui gérait le rayon. Et c'était ça qui m'a amené à comprendre cette relation très, très étroite entre l'art et la science, parce qu'on était en train d'inventer un nouvel imaginaire. Et c'était ça qui était fondamentalement important. Je partage totalement le point de vue de l'artiste américain d'installation Robert Irwin, qui a dit que la perception, c'était le sujet de l'art. Là, donc,
En 2016, on a fondé à Toulouse et Albi l'association Passerelle Arts Sciences Technologies. Moi, j'ai commencé ma recherche en allant voir des scientifiques, en leur demandant le sens de ce qu'ils faisaient, notamment des chercheurs en IA ou en vie artificielle. Et alors, c'est peut-être plus faux maintenant, mais tous les grands pontes de l'IA il y a 10 ans me répondaient qu'il fallait de toute manière le faire parce que d'autres allaient faire ce qu'ils allaient faire dans tous les cas si eux abandonnaient. Et forcément, ça pose la question de la finalité des technologies, quel sens on y met, à quoi ça sert de fabriquer plein d'IA, mais aussi, comme je le disais en début d'exposé, les scientifiques il y a plusieurs scientifiques, mais beaucoup ne se posent pas les conditions de production du visible. Ils prennent le résultat qui est fabriqué par les instruments comme réel, réalité absolue. Et ça pose question, surtout quand on vient des arts où l'on sait que la réalité est plastique, ce qu'on construit dans le mouvement du corps s'énacte et que chaque réalité peut être l'objet d'une singularité. Et je n'ai cessé depuis d'œuvrer avec les scientifiques en les questionnant sur la finalité, mais aussi si leur logique et leur régime de calcul étaient finalement les bons outils, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres outils pour observer le monde. Et en 2016, nous avons aussi adhéré à TRACE, et donc la transversale des réseaux Art-Sciences, qui fédère une vingtaine de structures nationales où on œuvre là aussi dans ces rapprochements art-sciences-technologie. La fabrication des représentations industrielles. Et dans le monde industriel, ce qui paraît pratiquement invisible pour le commun des mortels, c'est que cette évolution art-sciences et technologie a aujourd'hui œuvré à représenter pratiquement l'exhaustivité du monde. Alors du moins c'est ce que bien sûr présentent les ingénieurs et les scientifiques des entreprises qui font des jumeaux numériques comme Dassault Systèmes, mais il y en a d'autres bien évidemment. La problématique, c'est que cette représentation, elle est exactement comme vient de l'évoquer Edwige, une représentation qui est biaisée vis-à-vis des éléments et des data et des visions du monde et de l'objectivisation, les ontologies qu'on choisit de mettre dans ces fameux jumeaux numériques. Et là vient au cœur même de l'industrie se poser cette question: est-ce que ce jumeau numérique est vraiment... Qu'est-ce qu'un jumeau numérique d'abord ? Aujourd'hui, bien évidemment, l'industrie, c'est ce qui correspond à son périmètre, mais on sait très très bien que l'industrie ne peut pas non plus se dédouaner de ce qu'elle fait vis-à-vis d'un environnement beaucoup plus large, donc les environnements socio-économiques, mais aussi surtout les environnements globaux, l'endroit dans lequel nous vivons, la planète. Et très clairement, c'est le rôle que doit avoir le travail art-sciences au cœur même de l'évocation de ces technologies. Ce que vous voyez là, c'est l'industrie qui s'autonomise, comme je viens de le dire. L'objectif, comme pour les robots ou comme pour l'ensemble des systèmes, c'est de trouver des moyens, et c'est ce que l'industrie cherche, à automatiser tout. Et donc vous comprenez bien que là, on est sur un sujet qui est un sujet de fin de l'homme, ou d'optimisation arrivée à un point où la machine, bien évidemment, devient la fin. Donc c'est très important. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'univers virtuels présentés dans des cadres artistiques. L'industrie est le lieu dans lequel ça se produit et c'est l'espace qui est en train de définir notre monde. Il est donc absolument urgent que des artistes viennent fonctionner dans des univers virtuels qui sont ceux qui vont structurer notre monde. Parce que si les artistes, il n'y a pas de mode d'emploi de ce qu'il faut faire, et puis il y a autant d'artistes que d'art, mais en tout cas, si les artistes s'intéressent à ce que les technologies produisent en termes de visibilité, il est vrai que les industries du virtuel comme Dassault Systèmes ne sont pas inintéressantes pour leur poser des questions sur les productions du visible des futures industries et technologies à venir. Et elles sont le terrain de jeu. Elles sont le terrain de jeu des exercices que nous venons de voir. Ce qu'il s'agit de faire, et je reviens sur cette posture du design, une médiation entre l'art et l'industrie, en passant par les sciences. Les sciences, nous en avons parlé, symbiosis,
c'est très clairement comprendre le vivant, quelle que soit son échelle, utiliser éventuellement ces algorithmes du vivant, de la densité osseuse, on a vu ça tout à l'heure, on a vu le phyllium ou toute autre forme qui permettent aujourd'hui de travailler il y a du Voronoi, là c'est sur le haut entre autres, permettent à définir finalement ce que seront demain les possibles de notre habitat. Ce que l'industrie permet de faire, c'est passer des concepts artistiques qui évoquent d'autres formes symbiotiques de constitution du monde et de les instancier dans le monde. C'est-à-dire de ne pas rester dans un laboratoire, mais de tester la façon dont nous habiterons le monde demain en choisissant d'autres formes et d'autres récits de construction de ce monde. Ce que vous voyez là, tu vas trop vite, j'aimerais que tu reviennes. Ce que vous voyez un peu avant, c'est un travail que nous opérons justement au cœur du Design Studio et dans un collectif avec des artistes que nous incubons, que nous appelons Collider. Nous réfléchissons par exemple à la mise en œuvre de nouveaux matériaux de construction, comme la prochaine brique, qui a comme été la brique faite en clay, a complètement consolidé notre habitat. Aujourd'hui, nous réfléchissons donc à des formes d'architecture qui pourraient grandir, s'autoproduire, bien évidemment, mais toujours en partant d'une réflexion et d'une équation artistique. Là, tu pouvais y aller. Ce sujet-là est absolument important, c'est que ce que permet le jumeau numérique dans un cadre de travail artistique, c'est d'amplifier une démarche de design, un procès de design, mais aussi un procès artistique au cœur de l'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui procède au démarrage de tout processus industriel. Et c'est donc à cet endroit qu'il faut remettre et positionner l'art. Revenons à notre biface. Redonnons une forme de symbolisation à la pensée de l'industrie. Dernier sujet, et un sujet qu'on n'abordera que très légèrement. Aujourd'hui, la question de l'homme dans les univers virtuels est absolument critique. Nous voyons bien aujourd'hui énormément d'expériences qui nous permettent de nous dématérialiser, de nous démultiplier dans des nombres multiples, absolument considérables, que la technologie nous permette finalement d'imaginer. Ça nous pose une question juste unique. Pas de penser l'art, pas de penser la science ou même de penser l'industrie, mais de nous penser. Je crois que nous devons passer de l'industrie à l'extrui, c'est-à-dire qu'il va nous falloir repenser nos représentations humaines au cœur même des univers virtuels. On tient juste à préciser, alors ça paraît très naïf, cette image-là, mais des millions d'ingénieurs utilisent ces logiciels-là qui participent en fait à construire des usines virtuelles. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que produisent ces industries en termes de visibles. Il y a des sélections, il y a des oublis, il y a des effacements de corps. Et à force d'effacer les corps, mais aussi à force de sélectionner certaines interactions humaines et environnementales, qu'est-ce que ça peut produire sur l'imaginaire de tous ces ingénieurs qui manipulent ces plateformes que notamment Dassault développe. Donc nous devons régénérer les imaginaires de l'industrie. Et en parlant d'imaginaire, on voulait aussi insister sur un point, c'est que si les imaginaires sont quand même performés par la technoscience industrie, le langage aussi l'est. Et là, j'ai mis quelques extraits du langage quotidien informatisé de Yann Diener qui explique à quel point ces imaginaires-là s'incarnent dans notre façon de penser quotidien et envahit nos pensées, comme j'ai mon disque dur qui sature, faire interface entre deux personnes, tout ce vocabulaire-là, machine informatique, qui s'est complètement intégré, la machine, la nature fonctionne, etc., etc. On ne me calcule pas. J'y vais. Vas-y. Oui, un autre parallèle entre art et science qui est extrêmement important. Il y avait un moment où j'ai travaillé avec un scientifique, un Allemand, qui a décidé de travailler avec nous sur l'art parce qu'il a dit, venant de la science, il a compris que la science tue la vie pour l'étudier. Et il a dit, et l'art le crée.
Et je crois que ça, c'est aussi une idée intéressante qu'on est en train de voir quand même pas mal ici cette semaine. Parce que c'est toute une autre habitude qui quitte ce monde mécanique, ce monde matériel, pour aller vers quelque chose qui était beaucoup plus difficile à comprendre. Il y avait aussi cette notion d'interactivité qui est extrêmement importante pour moi. Et au début du XXe siècle, on a vu ça, encore une fois, dans l'art et dans la science. Dans l'art, Duchamp a dit très, très ouvertement qu'une œuvre d'art avait deux pôles. Il y avait l'artiste qui l'a créé et le spectateur qui le termine. Et ça, c'était tout à fait parallèle avec ce que Einstein était en train de dire avec la relativité, qu'il y avait exactement la même chose. La définition des choses change par l'observateur. Et c'était encore souligné par le physique quantique, qui veut dire que c'était déjà ces racines de l'interactivité. Et pour revenir à ce que Anne a mentionné très, très rapidement, mon travail depuis cette époque-là, les années 80, était sur le réseau. C'est sur le réseau interactif, qui n'est pas uniquement un outil à maîtriser, qui est en pleine évolution tout le temps, mais c'est aussi une idée fondamentale qui touche nos imaginaires. Et c'est extrêmement important de comprendre le réseau dans ce sens beaucoup plus large. L'évolution technique continue. Moi, je l'ai vécu depuis 80. Et c'est une technologie dans la création du réseau Marcel que j'ai créé il y a 25 ans. L'idée était de travailler sur l'évolution technique du réseau comme un espace de création poussé par les exigences artistiques. Ça veut dire que c'était vraiment une collaboration entre art et technologie, art et industrie, pour imaginer les outils capables de répondre aux besoins artistiques pour élargir le potentiel de réseau interactif. Et je crois que pour moi, en tout cas, ça c'est l'exemple que j'ai vécu depuis assez longtemps maintenant, qui est loin d'être fini. Je crois qu'on entre dans une période où ça devient beaucoup plus intéressant potentiellement, dont les possibilités existent. Nous, on a créé, notre réseau s'appelle Marcel, c'est un hommage à Duchamp, et c'est une tentative de créer un réseau de développeurs artistiquement et techniquement pour élargir le potentiel de communication avec les arts, avec la performance. Et cette utopie, techno-utopie que tu racontes, provient de Saint-Simon, qui est le père du mot industrialisme, industriel mais aussi social. Saint-Simon a été étudié de fond en comble par Pierre Musso, et il retrace, Pierre Musso, toute cette utopie qui était portée par l'industrie. Industrie, pour lui, avec Saint-Simon, c'était encore le mythe du réseau. Les réseaux techniques allaient permettre de relier les humains par des réseaux ferroviaires et routiers. Et le projet de Saint-Simon était de parachever la Révolution française, et il rêvait d'une société débarrassée des oisifs qu'étaient les gouvernements, les ministres, etc. Donc une vision très apolitique d'une société qui s'organiserait, l'organisation, par des réseaux techniques. Et il rêvait que tous les flux d'argent, mais aussi de savoir, puissent se réaliser. Et pour lui, la technologie avait un projet social, celui d'améliorer le sort de chaque être humain. Il a eu deux disciples, Auguste Comte et Michel Chevalier, qui ont complètement dévoyé du projet de la techno-utopie sociale de Saint-Simon son projet, qui n'ont gardé que le projet technocratique en promulguant les patrons d'industrie au cœur du gouvernement. Projet apolitique repris par la cybernétique. On pourra développer dans le temps de parole, et je vais laisser le mot de conclusion à Anne. Je dirais simplement que notre travail consiste à rediriger, on parlait tout à l'heure de redirection, de redéfinition, très clairement de revenir vers un intérêt général.
Je crois que ce que fait l'industrie en impactant directement nos environnements sociaux, nos vies du quotidien, il est absolument important de prendre très sérieusement la question de la finalité et de l'intérêt général. Donc on finira là-dessus et on aurait beaucoup à dire. Les interactions dont parlait Don, bien évidemment, aujourd'hui, ont pris une dimension absolument critique, puisqu'on est passé de l'interaction 2D, l'Internet. Aujourd'hui, c'est les univers virtuels. La condition dans laquelle nous devrons vivre ces univers virtuels s'impose à nous. Et je crois que nous devons absolument revenir vers cette réconciliation que l'on appelle, nous, très clairement dans nos travaux, de tous nos souhaits, et je l'espère peut-être dans la salle. Merci à vous. Merci. Merci à tous les trois. Merci pour le respect du timing. Brillant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans cet auditorium 500 du Forum des images à Paris? Il peut y avoir une question. Il y a une question ici. Le micro arrive, ce qui me permet de saluer le travail remarquable des équipes de prod qui achemine les micros, qui remplit les verres et qui fait que tout va bien. Monsieur, votre question. Bonjour, merci beaucoup pour votre très intéressante présentation. Je voulais vous interroger sur les interfaces avec les industries et les artistes particulièrement. Ici, il y a différentes interventions très intéressantes durant le symposium autour des interactions entre artistes et notamment laboratoires de recherche, universités aussi, par des appels à projets, etc. Quel type de forme ces interactions finalement entre les industries et disons l'univers des artistes peut collider, si je puis dire? Alors je vais commencer, mais je pense qu'on a 3 formes de collaboration. Typiquement, ce que je fais chez Dassault Systèmes, c'est en fin de compte un réseau, très clairement un réseau porté par une plateforme numérique qui permet de collaborer à la fois donc, sur le mode de texte, des images et des univers virtuels, mais en même temps en donnant finalement une dimension hybride du laboratoire, un laboratoire virtuel réel, qui a cette capacité donc de garder et d'avoir une résilience sur l'ensemble des savoirs qui sont générés dans le cadre de toutes ces collaborations. Bon, techniquement, comment ça se passe? On a un cloud, on a une plateforme numérique, on dispose d'outils absolument importants, mais je crois que les outils, on s'en fiche un peu. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est de constituer un écosystème interne d'experts, de scientifiques, qui ont donc ces capacités à croiser les savoirs, et cet écosystème externe, dont Don et Edwige, avec leur réseau propre, continuent à nourrir, mais enfin on se nourrit réciproquement maintenant. Clairement, je pense que on parlait tout à l'heure de la métaphore symbiotique entre différents organismes non vivants pour finalement s'adapter au milieu particulièrement difficile dans lequel nous nous trouvons. On ne reviendra pas sur les challenges climatiques et autres. Et donc, c'est absolument essentiel de travailler ensemble. Donc, ces plateformes existent, fonctionnent. Est-ce qu'elles ont l'échelle suffisante pour être, je vais utiliser un vilain mot, scalées, c'est-à-dire de façon à ce qu'elles soient accessibles au plus grand nombre? C'est bien évidemment ce sur quoi nous devons travailler. Et encore une fois, le faire de manière ouverte. Je crois qu'une des grandes difficultés dans ces visions de réseau, on ne reviendra pas sur probablement énormément d'échanges qu'il y a dû y avoir, le danger qu'il y a à ce que le réseau et ce qu'il fait soient captés pour d'autres raisons que de trouver ensemble les conditions de notre amélioration de vie, d'une vie souhaitable et vivable. Donc très clairement, l'ouverture, l'accessibilité, la convivialité, on en a parlé, l'invitation. Moi, je crois beaucoup à cette idée de... D'ailleurs, on fait des invitations. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de gens. Pour certains d'entre eux, on va les inviter. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de fruits à ces collaborations. Je laisse peut-être aussi... nous, on a prévu des projets. Oui, en fait, ça fait depuis... Moi, j'ai mis 2 ans à comprendre un peu ce que fabriquait Dassault Systèmes et les potentiels, c'est vrai. Et on a beaucoup écrit avec Anne et de manière de plus en plus critique
sur ce sujet-là. Et là, la prochaine étape, c'est de travailler sur des projets plastiques, artistiques, qui critiqueraient les modélisations des corps humains dans les plateformes de Dassault Systèmes. Et après les interfaces, je veux dire, tous les directeurs généraux, c'est ce qu'on se disait hier, de Dassault Systèmes prennent du temps pour travailler avec des philosophes et des artistes. Et ça, je crois que c'est un bon début. Et si l'art et la science a mis des années avant de s'instaurer un peu en France, on est aux prémices peut-être d'un changement ou pas, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'intéressant. D'abord dans les racines de ce qu'on appelle cyber aujourd'hui, mais quelque chose absolument clair était la science n'était pas là pour devenir les techniciens de l'art et les artistes ne sont pas là pour illustrer un propos scientifique. C'est vraiment le dialogue entre les deux, c'est un échange de parallèles dans une vision du monde. Et le plus qu'on trouve ces parallèles, le plus qu'on voit où on va. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Mais je veux revenir, parce qu'on a vu sur notre slide que cyber, et il faut aller à l'origine de cyber, parce que c'est révélateur. C'était créé par Norbert Wiener, et il a déclaré très très ouvertement, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Il a créé un système de feedback pour diriger les canons anti-aériens. C'était le début de cyber. Mais ce qu'il a dit très clairement après la guerre, que la guerre a montré l'incapacité de l'homme de gouverner. Et il fallait remplacer l'homme par la machine. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça vient de là, hein, et c'est extrêmement dangereux parce qu'automatiquement, presque par définition, la vie est exclue. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Et ce sera peut-être la dernière question, à moins qu'éventuellement un autre bras se lève. Monsieur. Je vais essayer de faire court. Je voudrais réagir sur la notion de réseau et vous interroger sur deux notions. À partir des réseaux, la notion de ville intelligente, de ville connectée, de smart city, est-ce qu'elle vous apparaît comme une sorte de résurgence, somme toute un peu archaïque, de ce rêve scientiste, positiviste que vous évoquiez, mais inversement, ou pas, la notion de ville créative qui, par principe, réintroduit la question de la présence artistique et qui peut-être elle-même est une notion aujourd'hui un peu fatiguée. Et ça m'amène à poser la question d'une troisième polarité, qui est la question politique, c'est-à-dire comment est-ce que vous réintroduisez dans vos réflexions, c'est peut-être une question que je pose aussi à Dassault Systèmes, la question du projet, la question de l'intention. On a un ami commun qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Nick Taylor, qui a fondé un laboratoire Pearl à UCL à Londres, qui lui... Vous répondrez que la ville intelligente, c'est une ville où l'humain est placé au cœur d'un milieu avec ses 36 sens humains. Ouais, c'est pas l'humain. Il est vraiment anti-technologie. Pour lui, tout ce qui est aujourd'hui construit par nos systèmes ne prend pas en compte en fait notre corporéité, nos sensorialités. Nous, on a le primat de la vue qui prime, la connaissance est liée au primat de la vue et tout le monde en fait est lié à cette projection scopique et pour lui on a 36 sens et c'est tous ces autres sens qui ont été oubliés sans parler des autres vivants. Et donc pour la ville intelligente, et nous répondrons avec lui, et moi je réponds avec lui, serait une ville qui placerait le vivant au cœur des interactions et pas des systèmes qui nous mesurent, qui nous calculent, qui nous tracent, qui nous pilotent et qui nous contrôlent comme les villes intelligentes peuvent le faire. Mais là aussi, c'est peut-être à nuancer avec Pierre Veltz. Oui, mais je vais très, très, très clairement sur la notion de réseau illustré dans des formes d'univers virtuels. Aujourd'hui, quand on parle de Smart City, il y a cette notion, il y a ce syndrome cyber.
de contrôler, de visualiser, et on revient sur cette approche de réseau qui s'auto-autonomise. Donc la question, je pense, de monsieur, c'est comment restons créatifs? Est-ce qu'une ville peut sortir de ce mécanisme de s'auto-reproduire, mais sur un schéma qui est finalement un schéma réduit, qui est le schéma qui a exclu énormément des interactions qu'a l'homme avec son environnement? Très clairement, ça passe par la recherche qu'on veut faire avec Nick, entre autres. Ça, vous nous dévancez un petit peu. Aujourd'hui, lorsqu'on représente l'homme dans un outil de simulation, puisque ce que fait Dassault Systèmes, c'est de reproduire des jumeaux numériques de la ville, on les rend suffisamment ouverts de façon à permettre à des citoyens, à des hommes d'interagir, donc de garder un peu de libre arbitre et de pouvoir poser, créer, mais sur ce terreau cybernétique. Pour autant, la problématique, c'est quel homme est véritablement actif dans un univers virtuel. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, le problème, c'est le framework institutionnel qui veut que l'homme n'ait simplement vu qu'une dimension de la ville. Il est réduit à son ergonomie, à sa dimension voilà. Ou même si on prend une intelligence artificielle, il n'est que réduit à la somme de données anonymisées de toutes ses préférences. Donc on n'est pas sur l'homme. On est sur une forme objectivée de l'homme augmenté par les intelligences artificielles. Donc notre travail consisterait à se poser la question de comment un homme dans un univers virtuel peut rester autonome, continuer à être finalement un homme en tant que créatif, mais créatif au sens fort du terme. Et ce sujet, ça va beaucoup plus loin que dire qu'il faut mettre l'homme au centre de la ville. C'est convoquer des dimensions qui aujourd'hui n'existent pas dans les univers virtuels lorsqu'on fait un jumeau numérique de l'homme, pour faire très très court. Donc les sujets sont à l'étude. Et en plus, quand on parle de l'homme, je finirai là-dessus, c'est qu'il y a l'homme en tant qu'individu, nous, mais dans une ville, en fin de compte, il faut parler de collectif. Donc, sans être des situationnistes qui se revivraient, on est quand même dans cette idée de repenser la place de la création du projet fait individuel et collectif, en se saisissant justement de ces univers virtuels qui aujourd'hui ne servent qu'à faire de la planification, de l'infrastructure, de la construction, et ça entre les mains d'un maire ou d'une collectivité locale qui décide tout. Et ça très clairement, enfin voilà, il ne faut pas me lancer là-dessus. Merci. Juste un mot sur Nick, parce que je crois que c'est important. Son labo s'appelle Pearl. C'est à l'University College London. Et l'objectif est de réorienter la ville à partir des sens humains. Et quand je lui dis, j'ai dit tout, et il a dit, non, j'ai dit les 5, et il m'a dit, non, on a identifié 35. Et c'était très chouette, parce que j'ai dit, c'est quoi les autres? Il a dit, le sens 35 de balance, sens de plus. le sens de bonheur, le sens de sécurité. Et ils ont ajouté tous ces trucs beaucoup plus subjectifs dans ce mélange des sens. Et il a créé un labo qui est un outil absolument incroyable à voir. Vous pouvez le trouver en ligne, Pearl.